Bonjour, Xavier Marcaggi, je suis cardiologue à l'hôpital de Vichy et j'ai le grand plaisir d'ouvrir ce webinaire qui a pour sujet épreuve d'effort, réadaptation cardiovasculaire et sport. Quelle pratique en période de pandémie de Covid-19? Je remercie chaleureusement les laboratoires Bayer pour leur soutien depuis le début pour ces webinaires. La réunion est enregistrée, sera disponible sur le canal YouTube du CNCH et il est distribué en live sur Facebook. Je donne la parole maintenant à Dany Marcadet, qui est cardiologue au Centre Cœur et Santé à Paris, avec qui je modère cette session. Dany, la parole est à toi. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci au CNCH de m'avoir invité. Je vous présente nos deux orateurs de cet après-midi. D'abord Bruno Pavy qui va nous parler de la reprise des épreuves d'effort et de la réadaptation cardiaque. Bruno Pavy est l'ex-président du GERS. Il fait toujours partie, tu as écrit un papier justement qui concerne la reprise des épreuves d'effort et de la réadaptation. Et puis François Carré, est-ce qu'il faut le présenter encore? Tout le monde le connaît. Et François Carré, qui va nous parler de la reprise du sport chez les sportifs. Alors, pas uniquement les sportifs de haut niveau, hein, je crois, mais aussi le sportif amateur. Est-ce qu'il faut arrêter tout ça? Et c'est vrai qu'on a besoin d'informations, étant donné qu'on a eu un nombre d'informations de toutes parts absolument incroyable avec tout et son contraire, ce qui fait que tout le monde est un peu perdu pour savoir ce qu'il faut faire. Ben, je te repasse la parole, Xavier, pour présenter Bruno Pavy. Bruno, c'est avec plaisir que je te donne la parole et tu peux commencer. D'accord. Je cherche. Il est là, c'est bon. J'ai déjà des questions pour toi. Déjà? Oh là là. Voilà, donc, alors, on va commencer donc sur l'épreuve d'effort et la réadaptation. Alors, c'est vrai que ça ne marche pas. Ah. Pour nous, ça marche, hein, on voit ta première diapo. Oui, mais j'essaie d'avancer, ça n'avance pas. Ah. Ça n'avance pas. Peut-être qu'il faut que tu descendes que tu es plus Ah, ça y est. Ouais. D'accord, il y a un lien que je ne connaissais pas. Voilà, donc l'épreuve d'effort et le Covid, hein, donc cette petite bête qui nous intéresse beaucoup. Alors ça a fait beaucoup parler beaucoup de monde. Tout le monde a eu peur, bien sûr. Et puis voilà, maintenant on est dans le déconfinement. On a arrêté toutes les épreuves d'effort quasiment. Beaucoup de centres de réadaptation ont fermé ou ont largement réduit leur activité. Et donc il a paru nécessaire pour le GERS de faire des propositions à la fois pour reprendre les épreuves d'effort et la réadaptation. Alors on a regardé un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. Il y a beaucoup de littérature, mais beaucoup d'incertitudes surtout. Et donc voilà, on va s'aider d'un peu de tout ce qu'on a trouvé pour faire ces propositions. Alors en premier, il faut que ce soit pour l'épreuve d'effort ou la réadaptation, il faut faire ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque pour regarder si les patients qui sont à haut risque de Covid, les patients cardiaques sont quasiment tous à haut risque de formes graves de Covid, et savoir si l'épreuve d'effort est vraiment indiquée. Donc là, on peut se repérer avec les recommandations qui ont été édictées en 2019. On prend les recommandations type 1 ou 2A, et puis les recommandations 2B, on peut peut-être réfléchir avant de faire l'épreuve d'effort. Pour la réadaptation, c'est un peu la même chose. Bon, les mêmes risques, bien sûr, pour les mêmes patients. Et là, les bénéfices de la réadaptation. Donc, est-ce qu'il y a un retentissement socio-professionnel? Est-ce qu'il y a, donc, contre les facteurs de risque, des complications post-opératoires, par exemple, et le retentissement psychologique. Donc, quand on a fait cette balance et qu'on accepte le patient, et on va essayer d'éviter d'accepter le virus. Donc, on va faire un questionnaire de dépistage et l'idéal, c'est de le faire avant que le patient arrive, donc la veille ou l'avant-veille. Bon, c'est les questionnaires que vous connaissez, hein, ils sont publiés un petit peu partout. Donc, est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce que le patient a été contact?
Et à l'entrée, on peut faire, mais je crois que ce n'est plus recommandé, une prise de température. Voilà, le plus important, c'est de savoir déjà, est-ce que le patient est symptomatique ou non. S'il ne l'est pas, à ce moment-là, il va venir. Et quand il vient, attendez, il faut que j'essaye d'enlever ça, parce que je ne vois pas tout. Quand il vient, il y a tout un protocole qui est important. D'abord, la mise du masque, ça, je crois, c'est dans tous les établissements de santé et dans toutes les recommandations, même pour les cabinets. Friction donc hydroalcoolique ou lavage des mains au savon, on en profite pour faire une éducation. Et toujours la distanciation d'1 mètre dans la salle d'attente, ce qui fait qu'on prend beaucoup moins de patients. Et on évite à la fois les vestiaires et les douches parce qu'il faut désinfecter et ça prendra beaucoup de temps. Alors, la transmission donc, du Covid-19, elle est bien démontrée par les gouttelettes, les fameuses gouttelettes de Flug. Ce sont des gouttelettes donc d'un poids moléculaire, enfin d'un poids supérieur à 5 ou 10 ou 100 microns, qui vont donc se déposer, et donc on va devoir faire attention à la fois quand on touche enfin, les vélos, etc., les ergomètres, et pour après, il faudra absolument désinfecter. L'autre possibilité de transmission avec un gros point d'interrogation, car ce n'a pas été démontré, ce sont les particules plus fines, donc de moins de 0,5 microns, qui vont être dans un aérosol. Là, vous voyez, c'est un éternuement. Alors, l'éternuement, ça va très, très loin. Dans l'hyperventilation, donc dans le test d'effort, ça peut aller un peu plus loin, bien sûr, qu'au repos. Mais il n'a jamais été démontré qu'il y avait véritablement une transmission par cet aérosol. De toute manière, par précaution, on préconise donc une aération de 10 à 15 minutes entre chaque test, et puis désinfecter, bien sûr, tout ce qu'il faut désinfecter entre chaque patient. Ça prend du temps, et là aussi, il va falloir limiter fortement le nombre de patients. Alors, la protection est importante pour l'épreuve d'effort. L'idéal, c'est le masque VO2 associé à un filtre. On met un filtre en bout de masque. Là, il n'y a quasiment aucun risque de contamination du personnel. On peut mettre un masque chirurgical, qui est une protection très importante également. Et puis, on peut mettre aussi la visière. Alors, la visière n'est pas un filtre. Par contre, ça permet de canaliser le flux respiratoire et qu'il soit plutôt vers le bas et pas vers le personnel. Le personnel lui-même sera de toute façon masqué. Il sera dans l'idéal masqué plus une visière pour les yeux et puis au maximum avec une charlotte par-dessus. Bon, là, on a toutes les possibilités pour faire une épreuve d'effort quasiment avec le moindre risque possible. Pour la réadaptation, l'arrivée du patient est la même chose, hein, on est dans les mêmes protocoles. En hospitalisation, on préconise bien sûr des chambres individuelles, des repas en chambre ou en self, mais si la distanciation reste possible. Les visites et les permissions, il faut les évaluer au cas par cas. Je vous montrerai ce que nous, on a fait dans le service. On protège et bien sûr, protection et mesures barrières dans les lieux communs. Donc, le masque qui est recommandé partout. Nous, personnellement, on met les visières car les masques sont un peu difficiles à prendre toute la journée par les patients. En plus, il faut en avoir. Je crois que nous, on n'en aura pas pour tous les patients tout le temps. L'hôpital de jour, alors l'hôpital de jour est en train de reprendre. Il faut bien sûr limiter le nombre de venus puisqu'il faut faire des petits groupes, des programmes courts à visée éducative pour rattraper un petit peu le retard et puis surtout un accès au plateau technique indépendant des hospitalisés. Donc soit dans le lieu ou soit dans le temps. Alors voilà la charte qu'on propose nous aux patients pour permettre les permissions, parce que ça c'est quand même très important. Voilà, on le fait signer, hein, cette charte, et le patient risque de ne pas pouvoir revenir si jamais il lui arrive quelque chose, s'il a été en contact éventuellement. Bien sûr, c'est enfin, on ne peut absolument pas le prouver, mais enfin, ça permet déjà de responsabiliser le patient. L'éducation thérapeutique, elle peut être continuée, elle est continuée. Alors, bien sûr, hein, comme à l'école, donc on va mettre des tables séparées. Là, on voit des masques. Nous, c'est pareil, on est plutôt sur la visière parce que si on ne voit pas les gens parler de loin, d'abord, on se comprend très mal. Et puis, on ne voit pas non plus les mimiques, la communication non verbale qui est très importante. Voilà, donc on peut faire, ou alors on fait bien sûr l'éducation thérapeutique en individuel. L'entraînement, bon, François nous en reparlera après. Donc, on s'est basé sur essentiellement l'avis du Haut Comité de la santé publique.
Voilà, sachant qu'il y a très peu de preuves en fait, et voilà, donc pour tout ce qui est gymnastique, on préconise 4 mètres carrés, enfin maintenant tout le monde le connaît parce que c'est partout pareil, à l'école, partout. Quand on marche, une marche active, on préconise 5 mètres, et un footing, on préconise 10 mètres. Je dois dire qu'en pratique, c'est très difficile. Déjà, 5 mètres, c'est difficile, mais en tout cas, il faut éloigner les patients les uns des autres. Et puis continuer, bien sûr, l'éducation. La téléréadaptation, donc il y a des projets en cours qui vont certainement, je l'espère, être boostés par la situation. On peut l'espérer parce que c'est peut-être vraiment une réponse, en tout cas provisoire, à la situation actuelle. Je vous remercie. Bruno, merci pour cette belle présentation. Pour poursuivre cette réflexion sur la téléréadaptation, quel a été l'impact dans vos centres, dans ton centre avec le Covid? Alors pour nous, on est dans une zone très verte, hein, parce qu'il y a très peu de Covid dans l'Ouest. Nous, on a failli fermer, donc ça a été la limite, parce qu'en fait, personne ne savait trop quoi faire. En fait, on a limité un maximum les entrées. Bon, des patients ont voulu sortir assez rapidement pour rentrer chez eux, un peu paniqués. Et on a gardé, nous, les entrées directes de chirurgie ou de cardiologie, donc les patients les plus compliqués. Et on n'a pas repris les patients de domicile jusqu'au déconfinement d'ailleurs, hein, donc jusqu'au 11 mai. Et là, maintenant, on reprend une activité, alors qui n'est pas complète, parce que du fait des petits groupes de réadaptation, on est obligé de limiter fortement le nombre de patients en général. Donc, nous, on a 30 lits, on ne prendra que 25 patients maximum. Et en hôpital de jour, là, on va prendre un groupe, donc 6 patients au lieu de 25. Réduit de plus d'un quart. Fortement réduit, oui. Fortement réduit. Fortement réduit. Est-ce que tu as entendu parler d'expériences de téléréadaptation ou en tous les cas d'utiliser la téléconsultation ou les moyens de communication dans des centres? Alors oui, il y a des projets, il y a déjà des expérimentations. Hein, il y a l'expérimentation de Sonia Coron qui a commencé. Et après, chacun a plus ou moins fait comme il a pu pour contacter les patients. Alors ça va dépendre bien sûr des moyens mis en route. Moi, je dois dire à l'hôpital, les moyens sont assez limités. Nous, c'est surtout le téléphone. Tout ce qui est visioconférence, c'est très compliqué. Je n'ai pas pu la faire à l'hôpital. Voilà. Après, nous, les kinésithérapeutes, vont faire des tutos par vidéo et vont les mettre sur YouTube. Voilà. Donc, on va essayer de bricoler un petit peu en attendant d'avoir quelque chose de beaucoup plus protocolisé. Et on a un projet, donc, on espère qu'il va passer dans le cadre de l'innovation, dans le cadre de l'article 51. Okay. Si je peux juste intervenir là-dessus, Xavier. Nous, on a proposé, tu sais qu'on est dans le cadre de l'article 51, structure libérale légère de réadaptation. Et là, on a proposé, j'aurai la réponse demain, parce qu'il y a une réunion du comité national qui va nous donner très sûrement l'autorisation, d'après Elisabeth Ferry, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. On va faire tout ce qui est télémédecine, les préconsultations d'admission, la consultation du diagnostic éducatif de l'infirmière et tout ce qui est atelier, nutrition, diète, psy, tous les ateliers en fait, qu'on a créés d'éducation thérapeutique pourront se faire par télémédecine, probablement comme on est en train de le faire là maintenant. Pour éviter que des patients viennent dans le centre. Alors bien sûr, il y aura des patients qui ne pourront pas se brancher parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de smartphone ou ils ne savent pas faire. Donc, ils viendront, eux, dans le centre, mais ça va limiter fortement quand même le nombre de patients présents dans le centre. Bien. J'avais une autre question qui est posée 2 fois. Est-ce que vous testez tous les patients qui doivent être hospitalisés par PCR avant hôpital de semaine ou hôpital de jour systématiquement? Non, absolument pas. Bon, nous, c'est vrai qu'on est une zone verte, hein, donc on a peu de cas. Et nous, on n'a jamais testé personne. Et alors, bon, il y a eu des cas dans d'autres centres, hein, je sais. Mais nous, on n'a pas eu besoin de tester une personne. Il y avait un service Covid à côté
qui en fait a fermé assez rapidement parce que bon, il y a eu très peu de patients qui sont venus. Là, on ne sait pas très bien avec le déconfinement ce qui va se passer. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Une autre question, quel est le délai de retard moyen de prise en compte de la rééducation cardiaque actuellement après un syndrome coronarien aigu? Bah là, c'est assez catastrophique puisque nous, on a un retard de 2 mois dans l'hôpital de 2 jours. Et même pour la chirurgie, parce que la chirurgie, dans tous les patients qui sont repartis chez eux, et là, on est en train de les recontacter, mais bon, beaucoup ne vont pas revenir, ça c'est sûr. C'est très dépendant des personnes. Oui. D'où l'intérêt de la téléréadaptation. Une autre question sur les épreuves d'effort. Quel est l'impact du filtre sur le travail ventilatoire et sur la VO2 max lorsque les patients ont le masque? Alors ça, c'est Dany qui va pouvoir répondre, parce que je crois qu'il a testé ce filtre. Je ne sais pas si c'est celui-là, pas tout à Oui. fait. Mais, vas-y. Enfin, j'en ai testé deux types, et effectivement, pour les deux, c'était exactement la même chose. Alors, on a aussi bien pour les VO2 que pour les tests d'effort. On a vu sur ta diapositive le montage du filtre juste après le masque ou après un tuba. Ça fonctionne aussi. Alors, ça fonctionne très bien. Franchement, on n'est pas gêné. On a pris même un collègue qui est Jean-Christophe Blanchard comme cobaye pour faire un test VO2 avant et après filtre. On l'a refait aussi avec une autre personne. On a une diminution sur la VO2 d'environ 8%, 8 à 10% du pic de VO2. Les EFR sont vraiment pratiquement identiques. On perd à peu près aussi un petit peu 10% sur le VEMS, mais on perd peu et surtout les courbes sont analysables. C'est-à-dire que ça nous permet de repérer les seuils et les seuils qu'on trouve avec ou sans filtre sont identiques. Et donc, nous, on fait ça, voilà, on a acheté beaucoup de filtres et tous les tests efforts sont faits avec filtre, soit avec le masque, soit avec le tuba, quand les gens supportent le tuba. Par contre, pour la VO2, avec le tuba plus le filtre et le pneumotachographe, ça fait un petit peu trop lourd à tenir dans les dents. Avec le filtre seul, ça, on tient très bien. Et du coup, effectivement, c'est beaucoup plus safe parce que le patient ne respire que à travers le filtre, donc aussi bien pour rentrer que pour sortir, et les flux entrants et les flux sortants. Donc, c'est extrêmement sécure. Par contre, il faut faire très attention au moment où on enlève le masque, où on enlève le tuba, parce que la plupart font une grande respiration et soufflent un grand coup. Donc, il faut que l'infirmière se mette vraiment de côté par rapport au patient pour ça. Dans tous les cas, franchement, cette formule est super. Je ne sais pas si François Carré l'a testé aussi, mais c'est très, très bien. Et nous, on l'a testé aussi. C'est vrai que chez les sportifs, ils sont un peu plus gênés. Alors, ce que l'on fait maintenant, c'est que d'abord, on ne le fait pas chez tous les sportifs. On a une attitude moins stricte sur le filtre. Et puis, on ne leur dit pas. Parce que je pense que là, c'est un peu comme pour les médicaments. Si on leur parle des effets secondaires avant, ils vont les ressentir. Donc, on ne le dit pas systématiquement, en tout cas, qui peuvent être gênés un petit peu sur les grandes ventilations. Oui, c'est vraiment au maximum de l'effort qu'on peut sentir le frein. Mais tu as remarqué, pareil, une diminution de la VO2 d'environ 10%? Oui, on est dans ces chiffres-là aussi. Par contre, ce qui est très intéressant, comme tu l'as signalé, je crois qu'il faut bien rappeler aux gens qu'on peut utiliser le filtre même pour une épreuve d'effort standard. Il suffit de mettre le masque type Hans-Rudolph avec le filtre derrière. Donc, ce n'est pas spécifique pour la VO2. Et moi, en cardiologie, j'utilise beaucoup le filtre sans la VO2, tout simplement parce que ça fait une protection et une sécurisation des infirmières ou infirmiers qui sont quand même, même si on les met de côté et tout, il y a pas mal, comme l'a dit Bruno, il y a pas mal de moyens de… Faut pas trop dramatiser non plus les choses. Mais quand une infirmière est un petit peu stressée, elle préfère avoir que la personne ait le filtre et c'est tout à fait faisable pour une épreuve d'effort standard. Autre question, quel est le risque de contamination de l'appareil de VO2? Avec le filtre, il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque pour la machine. Oui, c'est ce que m'avait transmis un collègue avec le filtre Adhesia. Il avait testé. Tout à fait, oui.
Si je peux préciser, le filtre ne va pas empêcher totalement le fait que le permapur puisse être contaminé, mais on s'en fiche puisque le permapur, c'est-à-dire le tuyau qui amène aux analyseurs, est toujours en inspiration, c'est-à-dire que l'air ne reste pas dedans. Donc, qu'il y ait un virus qui reste un tout petit peu. En plus, je vous rappelle quand même que là aussi, sur la charge virale, on affirme des tas de choses. Moi, les virologues à qui j'ai parlé, ils m'ont dit quand on arrive à garder un virus vivant 3/4 d'heure, on est très fort. Hein. Donc, c'est pas parce qu'il y a de l'ARN viral que ça veut dire qu'il y a un effet contaminant. Donc, pour répondre à ta question, Xavier, il n'y a pas de risque de contamination avec le filtre de l'appareil de VO2. D'accord. Alors, question à l'inverse. Est-ce que pour une VO2, le filtre est systématique? Je pense que chacun fait comme il veut. Nous, on a commencé, ça marche très bien. On va continuer, il n'y a aucun problème. Je pense que chacun doit faire son expérience et voir. Moi, pour ma part, on continuera tout le temps comme ça, même après l'épidémie. Sauf, effectivement, comme dit François, chez les sportifs de haut niveau, où on a besoin d'autre chose, il n'y a que là où on est gêné. Donc, pour tous les patients, franchement, moi, je continuerai comme ça. C'est très confortable de travailler comme ça. Et je trouve que ça, quand on fait des VO2, le pneumotachographe ressort sec, impeccable, grâce à ça. Il n'y a aucune humidité dans le pneumotachographe, c'est-à-dire que le filtre absorbe en plus toutes les particules et notamment toutes les projections de gouttelettes de flux. C'est une dernière question, brève, hein, pour la réponse. À Montpellier, ils utilisent un système de dérivation avec 3 filtres qui permet de diviser par 3 la résistance expiratoire. Voilà, donc c'est une affirmation. Très bien. Oui, chez Brinware, ils ont aussi un système avec de valves, de bivalves, où l'inspiration et l'expiration se fait sur un circuit différent. Donc, il inspire l'air de la pièce, mais il rejette à travers le filtre. Donc, le frein inspiratoire est moindre. Ok, merci beaucoup Bruno. Je vais passer maintenant la parole à Dany pour introduire la présentation de François Carré. Merci. Donc, François Carré va nous parler de la reprise du sport. Donc, il y avait 2 problèmes. Pour les sportifs de haut niveau, déjà, est-ce qu'il fallait refaire un bilan? Pour tous ceux qui travaillent dans les fédérations, c'est de poser la question, est-ce qu'il faut refaire tout un bilan aux sportifs qui vont reprendre, pour le haut niveau en tous les cas? Et puis, pour les autres qui ont arrêté forcément leur activité physique, est-ce qu'eux aussi, on a des conseils à leur donner sur la pratique, notamment, est-ce que je peux courir derrière quelqu'un qui court et qui m'entraîne d'habitude, ou bien à vélo, et je pense notamment au peloton à vélo, est-ce qu'on va pouvoir refaire du vélo? Bien, merci beaucoup Dany. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous, et puis ça me permet de retrouver au moins par visioconférence des bons copains, donc ça fait plaisir. Oui, c'est une problématique assez importante, le problème de la reprise du sport ou de l'activité physique après le confinement. Juste pour que vous voyez la problématique, Bruno en a parlé. Nous, moi, je suis pas réadaptateur, mais j'ai mis en place dans le service de médecine du sport à Rennes du réentraînement pour les pathologies chroniques à la demande de mes collègues qui ont des maladies chroniques, c'est-à-dire qui s'occupent des services de maladies chroniques. Il n'y a pas que des cardiaques, mais il y a toutes les maladies chroniques. Et c'est pas compliqué. On avait 40 patients avant le confinement. Sur ces 40, il y en a, alors qu'on leur envoyait des réentraînements YouTube, tous ces trucs-là, sur ces 40, il y en a 10 qui ont suivi pendant le confinement régulièrement l'activité physique. Et quand on a refait le déconfinement, eh bien, sur les 40 patients, il y en a 10 qui sont prêts à reprendre. Les 30 autres nous ont dit on reprendra en septembre. On ne veut pas sortir. Donc, ça veut dire qu'actuellement, un peu à cause du message et des messages un peu alarmants qui ont été diffusés par les médias suite à toutes les informations que tout le monde a données, eh bien, les patients ont peur, et je crois que c'est très grave, puisque vous l'avez vu, les diabétiques, ils ont tous augmenté leur hémoglobine glyquée, les hypertendus ont augmenté, ils ont tous pris 3 kilos,
Et donc, on se retrouve avec des patients qui ont des maladies chroniques et qui ont arrêté un de leurs traitements, il faut le dire, c'est l'activité physique. Donc, il y a sûrement quelque chose à faire là-dessus. Alors, un petit peu les problématiques qu'il y a, je vous en ai cité que quelques-unes. Mais en fait, Covid-19, c'est une nouvelle virose. Alors, on a entendu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai été surpris, je ne savais pas qu'il y avait autant de virologues en France, autant de spécialistes qui parlent à la radio, à la télé, parce que c'est quand même impressionnant. Et en fait, c'est amusant parce qu'on se rend compte que, il se trouve qu'ils ne savent pas grand-chose. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas et c'est toujours difficile pour un médecin de le reconnaître, mais c'est comme ça. Alors maintenant, on nous parle qu'il y a un risque de myocardite, peut-être qui est plus élevé que par rapport aux autres virus connus. Ça fait longtemps que la grippe peut donner une myocardite, on le sait, on ne sait pas. Personne n'a de preuves formelles et pourtant, il y a eu tout un débat chez les sportifs. Attention, vous allez mourir de myocardite si vous faites du sport pendant la pandémie. Ce qui a fait aussi poser pas mal de problèmes. Je ne sais pas ceux qui lisent l'équipe, mais Dany doit le lire. Et il y a quand même un rugbyman professionnel de l'équipe de France qui a été interviewé, qui a dit « ça ferait quand même mal effet si je fais un sprint que je meurs à cause de ça ». Voilà. Donc, effectivement, ça vous montre la peur qu'ont certains sportifs. Donc, peu importe, tout est parti de données sur des patients hospitalisés avec ce tsunami inflammatoire. Et puis, il y a eu des cas de myocardite. Et là, on en a conclu que, en fait, le signe principal pour certains, c'était la myocardite. En plus, je me permets de rappeler que l'élévation de troponine n'est pas synonyme de myocardite. Donc, ça aussi, c'est un autre problème. La question, quand le Covid n'est pas sévère, est-ce qu'il y a un risque accru de troubles du rythme à l'effort? Point d'interrogation. Je n'ai rien vu de publié. Chez les non hospitalisés, beaucoup de collègues de médecins de ville m'ont dit « oui, mais moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tachycardie sinusale. Ce n'est pas spécial au Covid-19. Hein. En fait, tous les coronavirus favoriserait cette tachycardie. Qu'est-ce que veut dire cette tachycardie sinusale? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une augmentation du système sympathique qui entraînerait la tachycardie sinusale? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une atteinte des cellules? On ne sait pas non plus, on ne sait pas qu'en faire. Et ça, par contre, personne n'en parle dans les gens hospitalisés. Moi, j'en ai parlé à mes infectiologues. Ils m'ont dit, nous, on n'a pas fait attention. C'est vrai qu'ils avaient d'autres soucis à traiter, je l'entends bien, mais c'est quand même un petit peu important. Qu'est-ce qu'il faut penser des sujets contacts? Est-ce que quand on est un sujet contact, est-ce que je dois arrêter tout sport? Est-ce que j'ai un risque important si j'ai aucun symptôme, si j'ai pas de fièvre, rien du tout? Et enfin, le sujet no Covid, quel est le risque d'une reprise sportive? En fait, quand on réfléchit un tout petit peu, je crois qu'il faut bien faire comprendre aux sportifs, là je ne parle pas de monsieur tout le monde, mais des sportifs, qu'ils ont beaucoup plus un risque musculaire lors du déconditionnement qu'un risque cardiaque, tout simplement parce qu'ils risquent de reprendre un peu trop brutalement, et c'est important à retenir cette problématique. Alors, en fin de compte, vous le voyez, hein, le Covid, c'est ça, c'est des tas de questions. Et en fait, ce que je vais vous dire, c'est un petit peu ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, ce que j'ai pu voir, mais ça ne veut absolument pas dire que c'est la vérité. C'est pour ça que j'ai choisi de vous proposer des algorithmes qui sont plus issus des commissions auxquelles j'ai participé avec différentes fédérations que ce qu'a proposé le ministère des Sports, tout simplement parce que je ne partage pas tout à fait tout ce qu'a dit le ministère des Sports, mais parce que c'est pareil, ce ne sont que des avis et je pense qu'il ne faut pas être complètement alarmiste vis-à-vis de la reprise sportive. Il faut être prudent, mais pas alarmiste. Alors, je vous conseille quand même, pour ceux qui le désirent, d'aller s'ils tapent sur le ministère des Sports, ils vont voir qu'il y a un conseil qui est donné pour les sportifs tout venant et un conseil pour les sportifs professionnels. Il n'y a pas du tout de conseil pour la reprise de l'activité physique chez un malade chronique. Donc, après, il y a des contraintes, on en a parlé. Les tests, le PCR, ce n'est pas facile à faire pour tous les patients. En plus, il y a de nombreux faux négatifs, on en est beaucoup revenu. Au départ, c'était la panacée, le PCR. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait 30 à 40% de faux négatifs qui pouvaient apparaître. Ensuite, l'accès aux médecins, aux examens complémentaires. Si je commence à envoyer tous les gens qui sont sportifs vers leur médecin pour qu'ils puissent reprendre les sports, à mon avis, il y en a qui vont reprendre dans quelques mois. Surtout si on leur demande à tous électrocardiogramme, voire échocardiogramme, etc. Donc, ça va être un petit peu compliqué, surtout qu'on risque d'engorger, alors que pendant ce temps-là, on n'a pas vu nos coronariens, on n'a pas vu nos hypertendus, on n'a pas vu nos diabétiques. Donc, ça risque d'être un grand problème si on oblige tous les gens qui veulent faire du sport à aller voir leur médecin. Quelle est la justification de bilan systématique chez des sportifs asymptomatiques et a priori en très bonne santé? J'ai pas vu de papier me disant que
le Covid avait touché particulièrement les sportifs, que le Covid représentait vraiment un risque pour quelqu'un qui fait du sport comparé à quelqu'un qui n'en fait pas. Non, ce que j'ai lu, c'est que les patients fragiles avec une mauvaise capacité physique, en surpoids, avaient un risque si jamais ils croisaient le Covid. C'est ça ce que j'ai lu. Je n'ai pas lu que le sportif avait plus de risques. Et donc, surtout, est-ce qu'il est vraiment raisonnable de se priver des bienfaits de l'activité physique en prévention secondaire, c'est-à-dire de dire aux gens, ne prenez pas un de vos médicaments, puisque ça fait partie des traitements actuellement validés. Alors là aussi, on se retrouve devant ce grand débat. Est-ce que j'ai un risque accru d'infection? Et là, on voit ressortir quelque chose qui date de 2010, que nous, médecins du sport, on connaît bien. Et vous voyez sur cette diapositive de façon très simple, c'est que si je fais un exercice d'intensité modérée, je vais augmenter un tout petit peu ma stimulation du système immunitaire, et c'est donc bien. Et puis quand je fais un exercice très intense, je vais aussi l'augmenter beaucoup, mais juste après l'exercice, j'aurai ce qu'on appelle l'open window, c'est-à-dire que pendant les 30 ou 45 minutes qui suivraient cette séance intense, si jamais il y a un Covid qui passe par là, il va me tomber dessus, c'est sûr, et je vais l'attraper. Ça, c'est un peu le résumé qui en a été fait par beaucoup de gens que j'ai entendu ou lu, alors que ce papier de 2010, l'auteur dit bien que c'était chez des sujets en surpoids, essentiellement. Ça n'a jamais été montré chez des sujets très entraînés. Il y a eu très peu d'études là-dessus, donc je ne dis pas que c'est faux, mais je dis qu'il faut bien remettre dans le contexte les études qui ont été faites. Donc, un sportif de très haut niveau, il est possible que juste après une séance intense, il diminue un petit peu son immunité, donc c'est pour ça qu'on leur dit de se couvrir, de se mettre au sec, etc. Ça, c'est possible, mais de toute façon, le gain qu'il a sur toute la journée par ailleurs, le fait d'avoir fait l'exercice, est bien supérieur à ce risque-là. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire peur aux sportifs en leur disant, hein, vous risquez à ce moment-là d'attraper quelque chose si vous entraînez très dur. Et puis enfin, deuxième point important, c'est que tout le monde a entendu parler de cette courbe en U ou en J, peu importe, qui vous dit que quand je ne suis pas entraîné, c'est tous nos malades avec des maladies chroniques, j'ai un risque, j'ai une défense immunitaire qui est abaissée, puisque l'inactivité physique et la sédentarité majore diminuent les défenses immunitaires. Je m'entraîne modérément, je diminue mon risque d'attraper des microbes, et puis quand je m'entraîne très dur, j'ai un risque qui recommence à augmenter. Donc ça a été montré, mais ça a été montré dans des sportifs qui s'entraînent dur, mais qui ne sont pas des sportifs d'élite. Vous avez un papier qui a 2 papiers, même qu'on montrait chez les sportifs élites, c'est-à-dire ceux qui vont aux Jeux Olympiques, ils n'ont pas ce pic-là. Ils vont avoir plutôt cette forme-là. Et ça, c'est un papier, et c'est des papiers qui ont été publiés en particulier par le Comité international olympique pour bien montrer que, en fait, on se retrouve, le mieux c'est de s'entraîner modérément pour la défense immunitaire, mais quand je m'entraîne très dur, je n'ai pas un sur-risque comme cela peut souvent être rapporté. Je parle chez les athlètes de très haut niveau. Alors après, on arrive sur dont nous a parlé tout à l'heure Dany, et puis surtout dans le réentraînement, Bruno, qui avait du mal à maintenir ces sujets à une certaine distance. En fait, de façon très simple, vous avez ici un sujet qui va courir. Vous voyez derrière lui, il a un nuage et la ventilation, ce qui va expirer, va créer ce nuage derrière avec cette forme un petit peu conique. Et c'est sûr que si vous êtes juste derrière et que le sujet est porteur du Covid et qu'il vous en envoie, vous avez des risques de l'attraper. Ça, c'est quelque chose qui est démontré si cette forme existe. Attention, ce que je vous montre là, c'est quand il n'y a pas de vent du tout. Donc, si vous avez du vent de face, du vent de dos, du vent de côté, on ne sait pas trop ce que ça devient. C'est ce que disent les auteurs. Et c'est intéressant, sauf que quand on regarde un petit peu ce qui se passe, vous voyez ici, on voit le sujet donc, qui est devant, la personne qui court derrière. Si elle est juste derrière, eh bien, elle risque de recevoir un risque contaminant qui est augmenté. Le mieux, c'est qu'il court à côté, puisqu'à ce moment-là, il n'est plus exposé, ou bien qu'il court en diagonale. Le seul problème qu'il y a, c'est ce que nous a dit Bruno tout à l'heure, c'est que si vous marchez à 4 km/h, il faut qu'il y ait à peu près 5 mètres entre vous deux, enfin l'un derrière l'autre. Si vous êtes en diagonale, c'est bien. Mais si vous courez à 14 km/h, il faut qu'il y ait 10 mètres. Donc vous voyez qu'effectivement, ça devient beaucoup plus compliqué quand on veut vraiment courir. Donc l'idéal, c'est soit de courir seul, soit de courir les uns à côté des autres, ou bien de s'éparpiller sur la largeur du terrain en essayant de… si on respecte. Je vous rappelle que ce papier, ça a été écrit par une équipe qui a bien dit qu'il ne savait pas ce qui se passait quand il y avait du vent, donc déjà, ça limite. Et puis deuxièmement,
faites attention à tous les papiers qui sortent aujourd'hui. Je n'ai jamais vu des papiers qui sortent aussi vite. Ils sont à peine envoyés aux reviewers, qui sont acceptés, publiés. Et celui-ci était publié en préprint, c'est-à-dire avant d'être vraiment, réellement accepté. Alors, ça vous montre qu'effectivement, il faut quand même un petit peu faire attention à ce qui est écrit. Prenons un petit peu de recul. Mais voilà quelque chose. Donc, moi, je vais dire à mes sportifs, courez les uns à côté des autres ou bien décalez-vous un petit peu sur le côté, mais ne courez pas les uns derrière les autres. Donc, c'est un petit peu la même chose pour le vélo. Hein, c'est ce que disait tout à l'heure Dany. Bon, la Bretagne, c'est une terre de vélo. Moi, dimanche, ils roulaient tous en peloton comme d'habitude. Je ne me suis pas permis de les arrêter pour leur dire qu'il fallait qu'ils se mettent avec une certaine sécurité. Alors, autre chose par contre, et c'est là que je reviens sur la sécurité, il n'est pas question de faire n'importe quoi, il faut expliquer aux gens quels sont les symptômes éventuels qu'ils doivent respecter, les douleurs thoraciques, l'essoufflement anormal, le cœur qui bat trop vite, la perte du goût, de l'odorat, la fatigue. Si jamais ils prennent la température, qu'ils ont une fois plus de 38, alors qu'ils ne la prennent pas juste après s'être entraîné, hein, parce que 38, on y arrive facilement quand on s'entraîne un petit peu dur. Donc, il faut la prendre plutôt le lendemain et à ce moment-là, on la surveille ou bien reprise ou apparition d'une toux sèche. Et bien là, c'est clair, on arrête immédiatement l'activité sportive. Dès qu'on a le moindre doute sur un symptôme évocateur d'un syndrome grippal ou d'un syndrome viral, il faut effectivement arrêter de s'entraîner. Et puis, bien sûr, on est en période de pandémie, donc on continue à respecter les règles barrières autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile tout de suite de se remettre avec des combats de judo, de lutte et de choses comme ça. C'est peut-être un petit peu difficile. Peut-être qu'il va falloir que les sportifs attendent encore un tout petit peu, qu'on sache comment se passe le déconfinement. En fait, ce que je viens de vous dire, vous voyez, c'était les règles d'or du Club des cardiologues du sport. Hein, et on a la chance d'avoir parmi nous Dany qui avait proposé le slogan qui était sport et cœur et sport absolument pas n'importe comment. Eh bien, c'était, on l'avait dit, pas de sport intense si j'ai une fièvre ou un syndrome de grippal. C'était 8 jours. Pour le Covid, on recommande plutôt 14 jours, même si les infectiologues nous disent que ce n'est pas obligatoire. Il est classique de dire que c'est plutôt 14 jours sans aucun symptôme et que 14 jours après le diagnostic posé, qu'on puisse reprendre le sport. Et je consulte mon médecin si j'ai des douleurs, malaise, palpitations, fatigue ou essoufflement anormal. Donc, en fin de compte, il faut garder les mêmes règles en étant beaucoup plus strict maintenant parce qu'on sait qu'il y a un risque qui est autour de nous. Mais je crois que si déjà on fait ça, avec les règles barrières, on devrait arriver à quelque chose de bien. Alors, parlons maintenant des sportifs. Donc, les sportifs, ce qui a été proposé, et ça, mes diapositives, pour ceux qui les veulent, il suffira de me les demander, à moins que le CNCH puisse vous les distribuer de même. Eh bien, vous avez un questionnaire qui a été validé par plusieurs fédérations. Il y a la Fédération française de cyclisme, la Fédération française de canoë-kayak, la Fédération française de rugby. C'est un questionnaire qu'on a mis au point petit à petit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, on s'est tous mis. Donc, en gros, c'est est-ce que vous avez eu le Covid dans les 2 ou 3 derniers mois? Si oui, comment? Est-ce que c'est un test PCR ou est-ce que c'est un scanner thoracique? On pourrait proposer, s'il y a d'autres techniques qui viennent, d'autres techniques. Et à ce moment-là, déjà, on va classer nos sportifs entre Covid positif ou pas Covid positif. Deuxième question, est-ce que vous avez été en contact avec un patient diagnostiqué Covid? Et oui, si oui, c'est à quelle date? Donc, on va se retrouver devant un groupe potentiellement Covid par contact ou bien qui a eu le Covid et on ne sait pas s'il est complètement, tout a disparu. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a eu des symptômes qui peuvent faire évoquer un Covid et qu'on vous en a pas fait de diagnostic? Donc, on distingue tous les symptômes dont nous a parlé Bruno tout à l'heure. Et puis après, autre question essentielle chez un sportif, c'est est-ce que vous vous êtes entraîné pendant le confinement? Parce que si la personne me dit ça fait 2 mois que je ne fais rien, eh bien, c'est évident qu'on ne va pas lui proposer la même reprise d'entraînement que le gars qui nous dit qu'il a fait du home trainer 2 heures le matin, 2 heures le soir et en plus 1 heure de musculation pour s'entretenir. Il est évident que celui-là, il va pouvoir reprendre plus facilement l'entraînement. Donc, on va voir quel mode d'entraînement il va faire aussi. Et puis là aussi, alors c'est typiquement sportif, donc je ne m'étends pas là-dessus, mais ça peut vous intéresser si vous en voyez. Quel était votre entraînement sur le plan volume par rapport à ce que vous faites d'habitude, sur le plan intensité? Est-ce que si vous n'êtes pas entraîné, est-ce que vous avez retrouvé des modifications? Est-ce que vous avez pris du poids? Est-ce que vous vous sentez plus essoufflé quand vous montez les escaliers? Toutes ces questions très importantes pour reprendre du sport quand je suis déjà sportif. Et puis après, on revient à nos symptômes inhabituels à l'effort. Quand vous avez repris l'entraînement ou bien quand vous vous êtes entraîné, est-ce que vous avez senti quelque chose qui n'était pas normal?
Et si oui, ça date de quand? Et là aussi, on va s'orienter sur quelque chose qui peut nous embêter. Alors, je reviens sur ce symptôme de la tachycardie de repos, puisque moi, j'ai eu plusieurs sportifs qui sont venus me voir et c'est la seule chose qu'ils ont ressenti. C'est-à-dire que pendant 6 jours, ils battent d'habitude à 50, eh bien, ils prennent leur fréquence cardiaque tous les matins ou 2 fois par semaine depuis des années, eh bien, au lieu d'être à 50, ils étaient à 80 au repos dans leur lit, alors que d'habitude, ils sont à 50. Et ça a duré 6 jours, puis ça a disparu. Donc, d'après les informations qu'on a eues, on peut penser qu'ils ont été Covid positifs. Donc ça, c'est une question. Si vous avez des Covid, des sportifs, n'hésitez pas à leur poser la question, parce que ça, ils le savent. Le sportif qui s'entraîne régulièrement connaît sa fréquence cardiaque de repos quand tout va bien. Hein? Et quand on prend 30 battements, globalement, ce n'est pas la fièvre à 38 qui va l'expliquer, surtout que ça persiste même s'ils prennent du paracétamol. Donc, globalement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est d'ailleurs un des signes de surentraînement du sportif, mais c'est autre chose. Et à partir de là, on va donc se retrouver sur 2 algorithmes qui ont été proposés, qui ressemblent à peu près à ce que propose le ministère des Sports. On est un peu moins strict, on demande un peu moins d'examens systématiquement. Eh bien, c'est, comme je vous l'ai dit, pour les sportifs amateurs, Covid. Est-ce qu'il est actuellement Covid ou est-ce que ça fait moins de 14 jours ou est-ce qu'il a eu un contact Covid avec depuis moins de 15 jours? Pas de sport pendant au moins 15 jours, c'est-à-dire qu'on les considère comme Covid. Donc, ils ne font pas de sport intense pendant 15 jours. Ils peuvent marcher, ils peuvent trottiner, aller pédaler calmement, mais pas de sport intense, puisqu'ils ont un épisode viral. S'ils ont été Covid-19 hospitalisés, donc c'est a priori une forme assez sévère, il nous semble logique qu'ils aient un avis cardiologique. Déjà, ça va diminuer beaucoup le nombre de cas, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de sportifs, des vrais qui s'entraînaient beaucoup, qui ont dû être hospitalisés pour le Covid. Donc, on ne va pas embouteiller tous les cardiologues. Et c'est le cardiologue, on a choisi de marquer avis cardiologique, c'est le cardiologue qui va faire ce qu'il pense justifié. C'est-à-dire qu'il va faire un électrocardiogramme de repos et peut-être s'arrêter là, ou bien un électrocardiogramme et un écho. Et s'il a un doute, en particulier si le sportif lui a parlé de palpitation, eh bien, il va faire une épreuve d'effort. Je vous rappelle que l'épreuve d'effort, c'est peut-être un des examens les plus intéressants, puisque ce qu'on craint, c'est une myocardite passée inaperçue avec le risque de trouble du rythme à l'effort. Donc, allons regarder si à l'effort, ils font des troubles du rythme. Et si l'épreuve d'effort est négative, si vous voulez être vraiment très safe, eh bien, vous devez faire un holter avec entraînement, puisque le sportif va se tirer beaucoup plus sur lui, sur son effort quand il va être à l'entraînement que lors de nos épreuves d'effort. Et donc, après, en fonction de ces résultats, on autorisera ou pas, le cardiologue autorisera ou pas la reprise sportive. Mais ça va être une petite population. Et puis de l'autre côté, vous avez maintenant les Covid-19 non hospitalisés anciens qui datent de plus de 14 jours, pas de consultation et reprise progressive de l'entraînement. Il ne nous a pas semblé justifié de demander à ce que tous les gens Covid-19 non hospitalisés, c'est-à-dire qui ont eu peut-être le Covid il y a maintenant 6 semaines, 7 semaines, aillent voir un médecin pour s'il n'y a pas eu de signe de gravité. Pas de Covid-19 ni de contact Covid-19, pas de consultation, reprise progressive de l'entraînement. Mais bien sûr, on leur explique que s'ils ont le moindre symptôme, la moindre anomalie, eh bien, immédiatement, ils vont consulter. Et là, pareil, on va s'arrêter si jamais il y a quoi que ce soit qui n'est pas normal. La deuxième population, c'est donc les professionnels. Je vais passer un tout petit peu plus vite, mais ça ressemble. Donc là, on retrouve la même chose, Covid-19 actuel au moins de 14 jours, ou bien il y a eu le contact Covid actuel au moins de 14 jours, Covid hospitalisé ou avec signe cardiologique, avis du cardiologue, ECG, écho, épreuve d'effort. Je vous rappelle l'importance de la saturation en oxygène chez les gens qui ont eu le Covid, puisque beaucoup de gens ont une saturation d'oxygène normale au repos après le Covid, et quand ils font le moindre effort, soit ils sont essoufflés, donc c'est facile, on a un point d'appel, mais des fois ils ne sont pas essoufflés et ils se désaturent très fort. C'est pour ça que les pneumologues recommandent de faire un test à l'effort, ça peut être un test du tabouret, peu importe, de monter 2 étages, et vous allez voir, vos patients peuvent désaturer alors qu'ils ne se plaignent de rien, ils ne ressentent rien cliniquement. Donc la saturation d'oxygène est importante. Et là aussi, on aura le sport, plus ou moins le bilan. Et puis de l'autre côté, vous avez le Covid-19 non hospitalisé, ou bien ou actuel ou contact sans signe cardiologique. Ben là, il est sportif professionnel. Hein. Là, donc,
Lui, il va voir le médecin, ce qui n'était pas le cas du sportif amateur tout à l'heure. Le médecin fait un ECG ou pas, c'est à lui de juger. ECG systématique, on considère que ce n'est pas forcément obligatoire. L'ECG n'est pas toujours facile à interpréter. Pour le médecin généraliste, on peut le mettre dans une situation difficile. Et c'est lui qui juge s'il l'envoie au cardiologue ou bien il autorise la reprise progressive adaptée de l'entraînement. Et puis, pas de Covid, ni de contact Covid, pas de consultation. Donc, la différence avec le sportif amateur, c'est que la personne qui a eu le contact Covid ou le Covid actuel va voir le médecin qui va faire ou pas le CG. Donc, vous voyez, on n'a pas mis d'écho systématique à tout le monde, on n'a pas mis l'IRM, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, ça veut simplement dire qu'il va y avoir un choix. Pour en terminer là-dessus, je vous rappelle que si le diagnostic de myocardite est fait, chez quelqu'un qui est sportif, ce n'est pas de sport intense pendant 3 à 6 mois. Donc, si jamais vous avez quelqu'un qui a eu le Covid avec la myocardite, on le traite comme toutes les autres myocardites. Enfin, il nous reste à parler des non-sportifs. Donc, les non-sportifs, en fait, la question, et je veux revenir là-dessus parce que peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas bien appréhendé, mais pourquoi est-ce que je vous dis qu'il faut reprendre l'activité physique chez nos patients qui soient en prévention primaire, c'est-à-dire pas malades, ou bien qui soient en prévention secondaire, c'est-à-dire nos cardiaques ou nos hypertendus? Tout simplement parce que je vous rappelle que la capacité physique a un rôle essentiel comme marqueur d'espérance de vie. De façon très rapide, vous avez ici en vert foncé les hommes, en blanc les femmes, les capacités physiques les plus faibles, les capacités physiques les plus élevées. Et là, vous avez le nombre de décès ajusté à l'âge pour 10 000 personnes. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que ceux qui ont la moins bonne capacité physique sont ceux qui vont mourir le plus tôt. Et là, le Covid l'a bien montré. Les gens qui sont décédés, c'était les gens qui avaient la capacité physique faible. Donc, le Covid ayant, par exemple, je prends une VO2 max et le patient qui rentre avec 2 litres de VO2 max, si le Covid, par les atteintes pulmonaires, le fait descendre à 1 litre, il va mourir. C'est obligatoire. Donc, le patient le plus fragile, c'est celui qui a la moins bonne capacité physique. Et ça, c'est très important à retenir. Et surtout que dès que je gagne 1 mètre, vous voyez que j'ai un effet très bénéfique de 15%. Je diminue mon risque. Ça veut dire qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai pour les sujets sains ou les malades. Votre insuffisant cardiaque, celui qui a l'espérance de vie la plus longue, c'est celui qui a le meilleur VO2 max. Votre coronarien, c'est pareil. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose et faire comprendre aux patients que sa capacité physique, c'est son capital santé. C'est pour ça qu'il faut faire de l'activité physique, puisque c'est la meilleure façon d'augmenter la capacité physique. Et encore plus fort, et c'est pour ça que c'est important et que la réadaptation est très importante, que les enseignants d'activité physique adaptée sont importants pour encadrer nos patients, eh bien, c'est que ce n'est pas tant l'activité physique qui est bénéfique, c'est bien faire de l'activité physique pour augmenter ma capacité physique. Regardez cette courbe, c'est de Williams qui date quand même de quelques années, je crois que c'était publié dans les années 2007. Il nous montrait très bien, là vous avez des gens qui font de l'activité physique, donc là ils en font pas du tout, là ils en font beaucoup. Vous avez l'effet bénéfique sur la mortalité. Mortalité élevée, mortalité qui baisse. Vous voyez que quand je fais de l'activité physique, je baisse mon risque de mourir. Mais maintenant, regardez, si vous regardez la capacité physique. La capacité physique, on part à peu près du même point, mais vous voyez que dès que plus j'augmente ma capacité physique, ici c'est l'augmentation de la capacité physique, plus je suis bénéfique sur mon risque de mortalité. Donc en fait, et c'est un peu pour ça qu'il y a ce débat, vous savez, entraînement fractionné, entraînement continu et tout, parce que c'est très important d'augmenter la capacité physique le plus possible. C'est pour ça qu'il faut bien bouger. Et c'est là où il va falloir, pour terminer, revoir comment on va entraîner ou permettre aux non-sportifs de reprendre. S'ils ont une maladie chronique stable, c'est-à-dire vos patients que vous prenez, le mieux, c'est qu'ils soient encadrés au début, c'est-à-dire après le déconfinement, plutôt ceux qui n'ont rien fait du tout pendant le confinement, plutôt que les laisser livrer à eux-mêmes, je conseillerais de les encadrer, alors soit par de la réadaptation ambulatoire, soit par des indicateurs en activité physique adaptée. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont leur faire la bonne activité physique pour qu'ils récupèrent assez vite sans prendre de risques musculaires et ou autres. Dans tous les cas, on va reprendre ou débuter progressivement. On a toujours nos objectifs raisonnés et raisonnables et il faut les suivre, bien sûr. En prévention primaire, c'est-à-dire les gens qui ont surtout, par exemple, un surpoids ou une hypertension artérielle qui commence, enfin le diabète de type 2, toutes ces choses-là, eh bien là, il faut déjà les éduquer à l'activité physique adaptée,
c'est-à-dire leur expliquer comment on fait de l'activité physique, comment elle doit être adaptée, reprise au début progressif, etc., suivi. Quel bilan réaliser? Alors ça, c'est toujours le même débat, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là, si vous avez des patients chroniques, des maladies chroniques, vous voyez que j'ai été soft dans ce que j'ai proposé, c'est clinique toujours, électrocardiogramme plus ou moins, épreuve d'effort si justifiée, et là vous allez vous retourner vers les indications des épreuves d'effort pour la reprise d'une activité physique modérée qui ont été publiées sous la houlette de Dany dans les archives par les recommandations de la Société française de cardio. Et puis, je me permets de vous rappeler aussi qu'une épreuve d'effort standard vous permet très bien de détecter les seuils. Si vous parlez avec votre patient, vous allez voir quand est-ce qu'il commence un peu à être essoufflé, donc vous allez pouvoir le conseiller. Par contre, s'il y a des symptômes, essoufflement anormal, sensation de fatigue anormale, l'épreuve d'effort avec la VO2 peut être intéressant. Dans tous les cas, activité adaptée d'intensité modérée, comme ça, on se couvre sur le problème de l'immunité dont on a parlé précédemment, on diminue le risque de façon plus importante. Donc pour terminer, ce qui est proposé dans l'exposé que je vous ai fait, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la vérité parce que personne ne l'a, donc je ne l'ai pas plus que les autres, c'est en concertation avec les collègues et après avoir lu ce que j'ai pu lire, c'est la prudence avant tout. Et surtout pas stop à tout le monde. Ça, je pense que interdire à tout le monde l'activité physique systématiquement, aujourd'hui, ça ne repose sur rien de dire à tout le monde, attendez, il y a le virus qui circule, bougez pas. On n'a aucune preuve que ça fait quelque chose. Par contre, ce que je sais, c'est que ces gens-là, ils vont avoir une immunité moins bonne et qu'ils vont diminuer leur capacité physique. Donc, s'ils sont touchés par le virus, c'est sûr qu'ils se défendront moins bien. Et à l'inverse, on va essayer de checker un petit peu ce qu'on a dit dans la liste tout à l'heure et voir si on autorise tout comme activité physique ou si on autorise une activité physique plus ou moins adaptée. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup François. Très beau topo, très clair, à la fois pour les médecins. Et c'est dommage que les patients n'aient pas entendu parce que je pense que c'est extrêmement important de les rassurer par rapport à ça. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, vous avez la possibilité de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on transmettra, Xavier et moi, ces questions aux orateurs. Donc, il y en avait une, mais tu y as répondu sur la fin de ton topo. Quand est-ce qu'on pourrait reprendre le sport si on a eu une myocardite, et notamment une myocardite au Covid? Mais à partir de quand on peut reprendre le sport? Et est-ce qu'il y a des examens à faire? J'étais un tout petit peu vite, j'en ai parlé effectivement, mais dans les recommandations, les nouvelles, c'est 3 à 6 mois après la myocardite. J'aurais tendance, moi, à penser plutôt 6 mois, parce qu'en fait, la reprise du sport, c'est le sport intense. C'est-à-dire que je peux trottiner, je peux faire un petit peu de vélo calmement avec une myocardite. Par contre, avant, je dois faire un bilan complet pour être sûr qu'il n'y a plus aucun signe d'inflammation. S'il y a signe d'inflammation, on ne reprend pas le sport. Tant qu'il y a un signe d'inflammation, on ne reprend pas le sport. Ce à quoi vous pouvez souvent être confronté, si jamais vous avez fait une IRM, c'est d'avoir une cicatrice. Il faut savoir que, contrairement à ce que je croyais et ce que les IRMistes m'ont dit pendant des années, ils m'ont menti, non, je plaisante, ils ne savaient pas non plus, la cicatrice ne disparaît pas. Quand vous avez une cicatrice post-myocarditique, même quand il y a eu un œdème important, il y a eu une petite zone de nécrose donc, qui va se remplacer par de la fibrose et donc elle va rester. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez un sportif qui fait de la compétition, qui a une cicatrice? Aujourd'hui, on autorise. On autorise, mais on a quand même mis dans les recommandations, parce qu'il y a un papier que Frédéric Schnell avait fait dans notre équipe il y a quelque temps, qui avait montré quand même que cette petite cicatrice qui reste, quand on suit les sportifs 5-6 ans, il y en a quand même qui ont des gros soucis. Pas beaucoup, mais il y en a. Donc, ça veut dire que si vous avez un athlète avec une fibrose, une cicatrice, mais sans trouble du rythme, sans aucun symptôme, on peut autoriser la compétition, mais on le surveille comme le lait sur le feu, parce que ça ne veut pas dire qu'on va l'autoriser pendant 20 ans. Alors, il y a une autre question, reprise progressive. Est-ce que tu peux détailler? Qu'est-ce que tu entends par une reprise progressive? Alors, ce que j'appelle une reprise progressive pour qui que ce soit, c'est que ça va être une reprise progressive en quantité et en intensité. Alors, si je prends quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport, il s'est entraîné 5 fois par semaine, quand il va reprendre, il va s'entraîner 2 fois par semaine pendant 2 semaines. Puis, il va passer à 3. En même temps, il peut augmenter un petit peu la durée. Il peut faire 2 fois 30 minutes, 2 fois 30 minutes la première semaine, 2 fois 40 la deuxième, puis passer à 3 fois 40, et ainsi de suite. Et comme ça, il va y avoir
une reprise donc au niveau de la quantité. Et dedans, au début, c'est calme, c'est-à-dire que je reprends toujours la même allure au niveau du premier seuil ventilatoire, et puis je remets au bout de 3 semaines le fractionné en diminuant. Vous voyez, c'est ça progressif. Ensuite, il va falloir, pour monsieur tout le monde, ça va être progressif, eh bien, c'est de la même façon. On va se baser sur quelque chose de basé sur alternance marche trottinée ou alternance marche et puis un petit peu de vélo. Et il faut compter, pour répondre à la question précisément de façon simple, on peut reprendre vraiment presque comme avant. Je ne vous parle pas des champions qui, pendant le confinement, ont fait 5 heures par jour, mais ceux qui ont arrêté 2 mois complètement, c'est minimum 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines pour pouvoir repartir comme avant. Alors, il y a une question sur le foot. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir recommencer? Parce que vu… Voilà. On attend avec impatience que les Espagnols recommencent, puisqu'ils recommencent bientôt, le 8 juin, je crois, ou le 5 juin. Donc, on va bien voir. S'ils tombent tous comme des mouches, eh bien, on saura qu'ils avaient eu tort. Si jamais ils n'ont rien, bah, c'est eux qui avaient raison et nous tort. Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Okay. Par contre, les spectateurs, ça, c'est pas demain la veille, à mon avis. Ouais. Ah bah, il y a la télé, hein. Ouais. Eux, ils sont déjà en télé depuis longtemps. Alors, et quid de la reprise de la plongée? Ah, la plongée. Ah, bah alors là, la plongée, ça va dépendre essentiellement des problèmes respiratoires éventuels. Autrement, alors je n'ai malheureusement pas mon joker préféré, Vincent l'a fait à côté de moi, donc je ne vais pas répondre aussi bien que ne le ferait Vincent. Mais s'il n'y a aucune séquelle pulmonaire, s'il n'y a aucune séquelle cardiologique, bah, c'est comme une grippe. Hein. Pour moi, c'est comme une grippe. Donc, voilà. Ok. Alors, je permets un petit commentaire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, la tachycardie sinusale, moi, j'en ai eu pas mal, des très jeunes d'ailleurs, entre 25 ans, etc., de sportifs qui n'y arrivaient plus, ils étaient fatigués. Et effectivement, le signe majeur, c'était cette tachycardie sinusale qu'ils avaient. On a fait systématiquement des scanners thoraciques, pulmonaires chez eux, et ils avaient des lésions pulmonaires typiques de dépoli, sur les deux, alors qu'ils n'avaient pas d'essoufflement proprement dit. Ils sentaient surtout la tachycardie. Mais monter un étage, ils montaient à 150 pour un étage. Voilà. Oui, donc je pense que ce que tu dis est très important. Ça veut dire que, en fait, donc c'est des Covid. Et donc, j'aimerais bien que ça, ce serait une idée à avoir, que les cardiologues libéraux nous disent qu'est-ce qu'ils voyaient, quels étaient les symptômes des Covid qu'ils voyaient, plutôt que d'entendre que ce qui était en réa. À mon avis, les Covid réa ne représentent pas la maladie Covid de la vie de tous les jours. Et c'est cela qui nous importe, parce que ceux qui ont été en réa ou même hospitalisés, on en prend soin quand ils sortent, et les autres, peut-être qu'on a tort, peut-être que le fait d'avoir une tachycardie comparé à ceux qui n'en ont pas eu représente une atteinte cardiaque. Et moi, j'aimerais qu'on m'aide à savoir. On a vu beaucoup de jeunes aussi avec des douleurs thoraciques ressemblant tout à fait à des péricardites, mais la plupart du temps, il n'y avait pas de péricardite, mais il y avait un épanchement pleural. Voilà. Donc, on a retrouvé derrière. Donc, probablement aussi des Covid, mais on n'avait pas les tests dispo. Ça, c'était début mars, enfin mi-mars. Toutes ces jeunes qu'on a vus un peu en urgence alors qu'on était en train de fermer, nous, la structure. Voilà. Alors, moi, j'aurais une question pour Bruno aussi. Tu vois comment l'avenir, en fait, des centres de réadaptation cardiaque, à la fois soins de suite et en HDJ, c'est-à-dire en hôpital de jour et en moyenne, est-ce qu'il faut inventer vraiment de nouveaux modèles comme le modèle, par exemple, de la téléréadaptation à domicile ou de la téléréadaptation tout court, parce que ça nous a servi d'expérience. Il faut qu'on évite de réunir les gens et de les concentrer plus exactement, parce que si on regarde bien, à chaque fois qu'il y a eu contamination dans des groupes, c'est des groupes qui étaient enfermés dans un endroit. C'est pour ça que les sportifs qui courent avec le vent qui passe, franchement, les virus s'envolent. Moi, je pense que c'est plus facile d'attraper quelque chose dans un espace confiné plutôt que dans un espace à l'extérieur.
Tout à fait, oui. Oui, moi je pense que la réadaptation va continuer. Je vois un peu ça comme toute la vie un peu générale, les plages par exemple. Avant, on était tous les uns sur les autres, enfin certains. Et là, maintenant, les gens ont 4 mètres carrés donc pour être en famille. Et en fait, ils sont beaucoup plus heureux, c'est sûr. Donc, ne pas être les uns sur les autres, c'est certainement mieux. Et je pense que la réadaptation, ça va être la même chose. On va refaire des groupes plus petits. On va peut-être arrêter de faire du surbooking en permanence. On va être obligé, donc pendant un certain temps. Donc je pense que ça remet un petit peu, enfin ça nous fait réfléchir en tout cas sur la manière de travailler. Bon après financièrement je ne sais pas comment ça va marcher. Pour l'instant ils nous disent rien à l'hôpital. Enfin ça va pas durer. Donc on ne sait pas très bien en fait comment ça va évoluer. Et je pense que quand même la télé-réadaptation est quelque chose de très intéressant. Et je pense que là, ça va, enfin, j'espère en tout cas, que ça va aller accélérer beaucoup ces projets, parce que je pense, quelque chose qu'il faut faire. Et là, j'ai une autre question. Oui, Xavier. Une question pour Bruno. En cas de dépistage Covid positif, en rééducation cardiaque, en hôpital de semaine ou en hôpital de jour, qui considères-tu comme cas contact, le groupe ou tous les patients? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Je ne sais pas. En tout cas, il faut isoler le patient. Bon, c'est comme on fait comme pour toute infection. Hein. On isole le patient. Alors, c'est vrai que dans les bactéries, les BHR, tout ça, on dit qu'il faut faire des tests à tout le monde. C'est possible. Je ne sais pas s'il y a un cas, il faudra peut-être faire, effectivement. Ça va dépendre un petit peu des contacts. Alors, normalement, on maintient le fameux mètre de sécurité un peu partout, à la fois pour le personnel et pour les patients. Voilà, bon, il y aura toujours des cas certainement qui vont éclore. Alors, je pense que chacun fera comme il peut et après adresser bien sûr le patient. Il faut qu'il soit isolé et après sortir du service parce que ce sont les services Covid moins. Il faut bien séparer les services Covid moins et les services Covid plus hein, parce que ce n'est pas la même attitude, bien sûr. J'ai encore une question sur la téléréadaptation. Avez-vous des solutions logicielles pour sécuriser une éventuelle visio-réadaptation? Alors, pas du tout. Moi, je suis très mauvais hein, dans tout ce qui est technique. Alors, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Je ne sais pas du tout. Ça doit exister, je pense, c'est François, parce qu'à Rennes, nous, on a une... Mais c'est par l'hôpital, quoi. Hein, mais je pense qu'il doit y avoir des systèmes un peu sécurisés, quoi. Après, il y a des plateformes hein, qui sont en train de se faire. Et donc, il y a beaucoup de normes hein, pour être sécurisé. Il y a un petit commentaire qui nous vient de la Réunion, si j'ai bien compris, qui est, eux, ils ont repris l'HDJ avec des groupes de 10 patients. Si on parle de Sainte-Clotilde, donc je les connais bien, je les salue, ils ont quand même beaucoup d'espace. Voilà. En fait, je pense que c'est difficile de donner des règles pour tout le monde parce que à Paris, on a des espaces beaucoup plus étroits et en province, voire à la Réunion, il y a des endroits où les salles sont immenses et on peut faire beaucoup plus de choses. Voilà. Et donc, c'est à chacun de s'adapter en fonction du nombre de patients présents dans les salles, quoi. Tout à fait. La gymnastique peut être faite dehors. En ce moment, il fait beau, on peut très bien faire de la gymnastique dehors, ce qui se fait d'ailleurs pour les questions météorologiques, mais ça peut très bien se faire sans problème. Alors, il y a une autre question qui est sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle trouve sa place dans la téléréadaptation? Probablement. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce qu'on peut lui demander. Pour l'épreuve d'effort, meilleur emplacement de l'infirmière et du médecin par rapport au patient. Devant lui, à côté, derrière lui? Ah, où est-ce qu'il doit se placer? Alors, on conseille de ne pas mettre le vélo, bien sûr, face à l'infirmière et au médecin. Donc, le mettre un peu de biais. C'est un petit peu comme les sportifs, hein, de ne pas se mettre derrière. Bon, là, il ne faut pas se mettre devant. Si on a une fenêtre, on ouvre la fenêtre et puis après, on se protège de façon systématique. Mais je pense quand même que le risque est faible, sauf si la salle est vraiment petite. Il faut avoir une salle assez grande pour éviter quand même surtout si le test dure longtemps,
enfin, normalement, ce sont des tests qui doivent durer 10 minutes, 12 minutes maximum. En complément, si je peux dire, je pense qu'il ne faut pas se mettre derrière, non pas tant pour pour voir le patient. Hein. N'oubliez pas que pendant le test d'effort, il faut le surveiller cliniquement. Donc, comme dit Bruno, sur le côté, c'est pas mal parce qu'on voit au moins la tête. Donc, nous on se met, on est de côté, et puis il est face à une fenêtre qui est ouverte. Voilà. Comme il fait beau en Bretagne, comme toujours, de toute façon, c'est plus facile pour nous. Absolument. En Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Oui. Je te dirais pas ce qu'on dit que… Non, vas-y. Je crois qu'il va falloir qu'on conclue. Oui, il y a une dernière question. Il y a une dernière question d'un non-cardiologue. Comment faire le diagnostic de myocardite passé inaperçu chez les patients polysymptomatiques ou asymptomatiques? Alors là, c'est une question très difficile. Si vraiment le patient est asymptomatique, ça va être pratiquement impossible. Alors on peut faire l'électro, mais l'électro, il y a tout et n'importe quoi dessus. C'est-à-dire que l'électro de la myocardite, il peut y avoir plein de choses ou rien du tout. L'écho peut être strictement normal. Alors on peut aller jusqu'à l'IRM qui peut nous montrer une zone inflammatoire, etc. Mais si vraiment le patient ne décrit aucun symptôme, enfin moi j'ai plusieurs sportifs de très beau niveau chez qui on a trouvé par hasard une cicatrice de myocardite et ils se sont jamais plaints de rien, on les a jamais bilantés pour ça. Donc, mais ça c'est que mon expérience. Hein. Denis, je crois qu'il faut qu'on termine. Hein. Oui. Si j'ai bien compris, on n'a plus droit à des questions. Alors, pour ceux qui ont pris le truc en cours, je suis désolé parce qu'il y a eu des problèmes techniques et il y a pas mal de participants qui sont branchés au fur et à mesure. Il faut savoir que je crois que ça va être complètement disponible en relecture, hein, que vous allez pouvoir le revoir en replay, comme on dit. C'était très intéressant, même si ce n'est pas parce que j'y ai participé, mais il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin qu'on leur dise ce qu'il fallait faire. J'ai eu beaucoup de coups de téléphone, comme Bruno, comme François, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et donc, je vous remercie, je remercie le CNCH d'avoir choisi ces thèmes. Et j'espère que les messages ont été clairs. On peut reprendre et l'activité physique, et la réadaptation, et les épreuves d'effort, avec des précautions, et des précautions de bon sens, déjà, il suffit d'appliquer le bon sens. En restant toujours clinique, oui. Juste pour annoncer à tous ceux qui nous écoutent que le prochain webinaire, ce sera insuffisance cardiaque et télémédecine par une solution alliant le digital et l'humain. Alors, on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle en partenariat avec Air Liquide et ça aura lieu le 11 juin à 18 h. Au CNCH toujours? Oui. Oui, super. 11 juin, 18 h. Bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.